Aujourd'hui, dans Vintage Mécanique, on s'attaque à un coupé sport 3 places de front et au moteur central arrière. Cette véritable pépite automobile était réservée aux aficionados des sportives made in France. Un petit coupé français sportif, pas forcément très connu, et pourtant, elle a brillé même en compétition. La Matra Murena 2,2 litres S. À l'époque, elle n'a pas connu un grand succès. Aujourd'hui, c'est une voiture relativement rare et recherchée par les collectionneurs. La mission de François, remettre en état cet avion de chasse de l'asphalte. Parce que ça fait 35 ans qu'elle était au fond d'un parking. Pour restaurer ce diamant brut tricolore, François Alain, notre expert automobile, peut compter sur les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Regarde les pare-chocs. Mais non. Regarde les pare-chocs qui disent. L'auto n'est pas au mieux de sa forme. Moteur bloqué, Je comprends pas parce que tu me dis qu'elle arrive en roulant. joint de queue de soupape HS, Ça va être chiant, inaccessible, lourd, sale. Ok. C'est pour ça que tu me laisses faire. distribution en carafe, Ça va de quasiment rien au drame absolu. système de freinage grippé, Il est complètement corrodé. Regarde, il est complètement mort. Ça, c'est les syndromes d'une voiture qui est restée sans rouler pendant des années et des années. échappement qui tombe en ruine. Ok. On est tout bon. Pour décompresser un peu, François se rendra au musée Matra pour partir à la découverte de l'aventure industrielle, humaine et sportive du constructeur. Un beau bébé de 830 chevaux a fait un 0 à 200 en moins de 7 secondes. Ça, c'est Alors, François réussira-t-il son pari, celui de restaurer la Matra Murena dans le budget imparti? On se fait ça avec amour et délicatesse. Réponse tout de suite, dans Vintage Mécanique. Je fais la quête. Tu me diras pas Ouais. quelque chose. Ok, je vais filer du liquide. Aujourd'hui, je m'attaque à un petit coupé français sportif du début des années 80. À l'époque, il n'a pas connu un grand succès. Aujourd'hui, c'est une voiture relativement rare et recherchée par les collectionneurs. Trois places de front, vous avez deviné, c'est bien sûr la Talbot Matra Murena. Tout commence en 1941 lorsque Marcel Chassani, associé à Sylvain Floira, crée la société Matra, abréviation de mécanique, aviation, traction. Bien plus tard, en 1963, Marcel Chassani confie les rênes de la société à Jean-Luc Lagardère, qui va diversifier l'activité à travers les automatismes, les télécommunications, l'informatique et surtout l'automobile. Concernant les voitures de série, cela débute avec la Matra Jet, produite à 1495 exemplaires entre 1964 et 1968. Vient ensuite un ovni mécanique, la Matra Simca Bagheera et ses 3 places à l'avant. Modèle qui sera le premier grand succès de la marque, avec 48 000 exemplaires qui prendront la route pour cette petite sportive bien française. Le constructeur continue avec la création de la Matra Talbot Murena, produite à 10 680 exemplaires de 1980 à 1983. La production s'achèvera avec la version Murena S, ultime version sportive de la marque. Et une Matra Murena, j'en ai trouvé une. C'est une 2,2 litres S, les dernières et les plus puissantes. Fluide et racée, la ligne de la Matra Murena frappe par son modernisme, avec ses 4,07 m de longueur, 1,75 m de largeur, 1,22 m de hauteur, pour 1,125 tonnes sur la balance. Ce coupé sportif à la ligne fuselée, avec son capot plongeant, possède un châssis cadre autoporteur sur lequel se pose une carrosserie en matériaux composites. Vaste pare-brise et lunettes arrière, près de laquelle on trouve un aileron en polyester. À l'intérieur, on ne peut que remarquer les 3 sièges semi-baquets à l'avant.
Côté mécanique, train avant à double triangulation, avec barre de torsion longitudinale, barre anti-roulis, ressort hélicoïdaux et amortisseur télescopique. À l'arrière, triangle oblique avec barre anti-roulis, ressort hélicoïdaux et amortisseur télescopique. Pour le freinage, des disques pleins à l'avant et à l'arrière. Moteur 4 cylindres en ligne de 2156 cm3, alimenté par 2 carburateurs double corps Solex, développant 142 chevaux. Boîte de vitesse à 5 rapports, 0 à 100 km/h en 8 secondes 4. Vitesse maxi, 200 km/h. Avec un tel ADN, on comprend mieux pourquoi François a fondu pour cette sportive. Voyons maintenant comment il a réussi à mettre le grappin dessus. Alors cette Murena, je ne l'ai pas achetée. Elle appartient à une famille qui me l'a confiée parce que ça fait 35 ans qu'elle était au fond d'un parking. Ils m'ont confié un budget de 25 000 € pour la refaire entièrement. Et surtout, c'est pour faire une surprise à son propriétaire qui ne s'est pas assis dedans depuis 35 ans. Cette lourde mission confiée à François a très clairement de quoi le faire vibrer. Faut dire qu'il a entre les mains une pépite de l'automobile tricolore. D'ailleurs, ça coûte combien une Matra Murena sur le marché? Au niveau de la cote, ce qu'il faut savoir sur la Matra Murena, c'est qu'elle est relativement rare. Du coup, certaines versions de la Murena sont recherchées et donc un peu chères. Mais la version la plus rare, c'est la version 2,2 litres S qui a été produite à moins de 500 exemplaires. Et là, les prix s'envolent. On trouve des 1,6 litre à partir de 10 000 € et on peut aller jusqu'à 35 000 € pour une version 2,2 litres S. C'est le cas de la mienne. Si cette Matra Murena 2,2 litres S a la cote sur le marché automobile, c'est qu'elle incarne à elle seule l'originalité, avec ses 3 places en partie avant. La rareté, l'excellence à la française et la puissance. Alors, côté diagnostic, c'est assez simple, la voiture est restée pendant plus de 35 ans au fond d'un parking. Donc il y a une grosse couche de poussière dessus, mais ça ne veut pas dire que la carrosserie est en mauvais état. Au niveau de la conservation, la Murena avait un avantage. Elle avait même 2 avantages. Comme les soubassements étaient traités anti-corrosion de façon efficace, ça ne rouillait pas. Et comme le dessus, c'est une carrosserie en résine, ça ne rouille pas non plus. Un bon gros nettoyage et on aura une carrosserie aussi belle que dans les années 80. Visiblement, la robe de la Murena n'a pas de quoi inquiéter notre expert. Voyons si le problème vient d'ailleurs avec le check-up de l'habitacle. La particularité de la Murena, c'était la seule voiture du marché automobile à l'époque qui avait 3 places à l'avant. L'ensemble de cette voiture-là est plutôt en bon état. Mais grosso modo, un bon gros nettoyage et on devrait y voir plus clair. Et ça tombe bien, car trouver des sièges semi-baquets de Murena est une gageure, vu la rareté du modèle. Par contre, une voiture qui n'a pas roulé depuis 35 ans, tout ce qui est consommable doit être évidemment changé. Vérifier si le moteur, bien sûr, est en bon état, ainsi que la boîte, et si le moteur n'est pas grippé. Enfin bref, il y a une montagne de choses à faire pour être sûr de pouvoir redémarrer cette voiture dans les meilleures conditions. Avec cette grande inconnue mécanique, François prend un sacré risque. Mais il en faut plus pour décourager ce vorace de la restauration qui arrive au bout de son diagnostic. Bon, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer qu'on n'ait pas une mauvaise surprise avec la motorisation. Mais en tout cas, cette voiture est assez originale et connaissant mes restaurateurs, je pense qu'ils vont être plusieurs à la vouloir. Il est temps maintenant pour François d'accueillir ses restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour la Matra Murena 2,2 litres S. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. D'abord, il y a Céline et David, artistes de la restauration automobile. Incollables en carrosserie et en mécanique, ils ne visent qu'une chose, relever des défis stratosphériques. Vincent, c'est le portrait type du restaurateur New Generation. Choyer, entretenir et rénover sont les maîtres mots pour ce mordu de caisses anciennes. Vincent est bien connu des amateurs de l'émission à succès Top Mécanique à laquelle il a participé. Eric et son frère Lionel, 36 ans d'expérience au compteur, que
Que ce soit Aston ou Jaguar, ils savent tout faire. Leur kiff absolu, les véhicules historiques de légende. Pascal, il a la minutie du passionné et la précision de l'expert. Son credo, lâcher les chevaux. Surtout quand il s'agit de voitures de compétition. Et enfin, Olivier, 42 ans d'expérience. Formé chez Porsche et Ferrari, il est devenu référent carrossier des plus grandes marques de prestige. Et fort de son expérience de coach sur Top Mécanique, Olivier est prêt à relever tous les défis, quel que soit l'état de la voiture à restaurer. Tiens, ce qu'il y a eu. Chers amis, aujourd'hui dans le container. Une voiture française. Ah bon, pourquoi? Je connais moi, mes couleurs. Une voiture française. Et une voiture française issue d'une marque qui au départ ne faisait pas du tout d'automobile. Et il y a beaucoup de marques françaises qui sont issues ou de l'aviation ou des chemins de fer et ils ont fabriqué leurs voitures. Donc comme on ne connaît pas vraiment l'année encore, on ne sait pas si c'est avant-guerre, après-guerre. Et là, sur le coup, j'ai pas vraiment d'idée. C'est pas une des grandes marques classiques françaises. Bon, déjà, c'est pas Renault, c'est pas Peugeot. Non, Ah, c'est une marque pas connue comme tu as l'habitude de nous trouver. celle-là est quand même... Allez, on peut pas dire qu'elle est pas connue. Cette marque a fait des choses relativement intéressantes. Elle a commencé par de la petite série. Elle s'est distinguée évidemment en compétition. Le modèle qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le 3e modèle de l'histoire de la marque dans sa partie automobile. Ligier. Ça pourrait. Est-ce qu'elle existe encore? Oui, enfin qui existe encore, mais plus pour l'automobile. Avec ces indices un peu confus, François sent que ses experts sont un peu perdus. Il décide de passer à la vitesse supérieure. Leur partie automobile s'est installée. Allez, on est presque. On n'est pas dans le centre de la France, mais enfin, on est allé. Ah, en Sologne. On est en Sologne. Et c'est une ancienne usine qui a été rachetée par René Bonnet. Et René Bonnet a racheté cette usine. À Romorantin. Exactement. Et donc René Bonnet a racheté cette usine. Et assez rapidement, finalement, il a été racheté lui-même par un fabricant de missiles qui s'appelait Matra. J'aime bien la petite Matra Jet, j'aime bien la 530, j'aime bien... ouais, c'est sympa, ça reste des petites voitures de sport françaises qui ont fait l'histoire de l'automobile à la française. Et là, je sais pas pourquoi en tête, ouais, j'ai une Matra, mais la 670, celle qui a gagné Le Mans. Voilà, la vraie Matra, quoi, en compétition. Si l'annonce de Matra a mis l'eau à la bouche de nos restaurateurs, il faut maintenant les aider à trouver le bon modèle. Il y a eu la 530. 30. Ensuite, donc, ils se sont lancés dans les années 70 avec effectivement une voiture très originale qui avait 3 places en frontale. La Bagheera est une voiture qui souffrait de quelques défauts. Bon, la bagarre, écoute, 3 fois rien. Donc c'est une bagarre? Attends, C'était long, moi. là. c'est pas une- l'évolution c'est une Bagheera. de la Bagheera s'appelle Murray. Murena. Allez, vas-y, ouvre-le ce container pour voir ce qu'il y a dedans, parce que bon, il aimerait bien se réveiller un peu quand même. Ah, Dassault. Ah ouais. Avec sa Matra Murena 2 litres de S, François a visé juste. Il a mis tout le monde d'accord. Il ne lui reste plus qu'une chose, présenter son projet. Une famille a acheté cette voiture il y a un peu plus de 40 ans par définition. Or fort longtemps, Et cette dans une voiture, contrée lointaine. ensuite, est allée dans le garage de la famille où, comme la poussière Il y a de la poussière. supposait, elle est restée longtemps. Elle est restée 35 ans sans tourner. Bah en fait, elle a quasi pas roulé, quoi. Et les gens de cette famille ont décidé, et ça j'adore ce genre d'histoire, de faire une surprise au propriétaire, en fait au papa de cette voiture, c'est de lui refaire sa voiture comme neuve. C'est vrai que voir les gens, à la fin, quand ils découvrent leur voiture, c'est là où nous, on a toute notre fierté et c'est là où on se dit vraiment victoire. Bah, nous, c'est un petit peu notre quotidien. Hein. Chaque voiture a son histoire, quoi. Il y a beaucoup d'affect dans la restauration. Avec son projet, François vient de toucher la corde sensible de tous ses spécialistes. Espérons que le Diag n'inverse pas la tendance. Voiture qui n'a pas roulé depuis 35 ans, c'est pas à vous que je vais apprendre tout ce qu'il faut faire. On vérifie tout, on purge tout, on vidange tout, on vérifie le moteur s'il n'est pas grippé, on vérifie la boîte de vitesse, on change les pneus, on refait les freins, on voit si l'embrayage n'est pas collé. T'as passé la l'échappement. première, t'as fait ça, il y a quelque chose qui se passe? Je l'ai eu tel quel, je n'y ai pas touché. On sait même pas si le moteur est pas bloqué. On m'a dit que le moteur n'était pas bloqué. La question. Je te fais une offre que tu ne peux refuser. On part tous les deux du principe que il n'y a pas de problème. Et si on s'aperçoit que le moteur est bloqué, qu'est-ce qui se passe-t-il? Et que la boîte est morte. Eh ben dans ce cas-là, je rappelle la D'accord. famille. Là, le gros avantage, D'accord. c'est comme c'est pas un achat, D'accord. c'est un accompagnement. D'accord. S'il y a un pépin,
Allô les copains Après avoir rassuré tout le monde, il est temps de venir voir de plus près cette pépite de l'automobile française. Et c'est Céline qui ouvre la marche. Moi, j'ai beaucoup aimé cette voiture-là. Je trouve. Ton mari, il vient pas, ça l'intéresse pas. Bon, c'est pas grave. J'ai trouvé que c'était très atypique, la 3 places. T'as fait le tour. Bien sûr. C'est enfoncé, c'est abîmé, c'est déchiré. C'est Non, franchement, global. juste sale. Juste sale. Ah, le pare-choc qui pique un peu quand même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un pare-choc en fibre qui pique. Le plastique qui pique? Bah oui. Tu sais que le polyester, généralement, ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est une qui pique là? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, mais comme si je racontais des conneries. Eh bah oui, tu dis des conneries. Tu dis des conneries, c'est de la crasse. Ah, viens, on va voir. Regarde. Tu vois les traces là? Sans lunettes, ça se voit. Tu parles de ça? Mais non, mais non, mais non. Ah, t'as un peu de détourage, mais ça. Les alignements sont bons et c'est même encore souple les caoutchoucs. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Tu sais, on dirait une voiture du futur, Ouais. Mais d'avant. mais d'avant. Exactement, pensez avant. Les mecs des années 80 qui voyaient ça dans les années 2000. C'est sur ce retour vers le futur que Vince clôture le chacun son tour. Place maintenant au round final avec les enchères. 20 000. Tu prends combien? 20 000. 20 000. J'allais te dire. Bah, je vais dire 19, tiens. Ah oui. Bon, bah voilà. 19. 19, attends, c'est con, j'allais dire 18, tu vois. Mais... C'est bête, hein, un 8. Oh non, c'est comme c'est moi. 17. Bah oui, va bien. 17. 17. 17 pour moi. Alors, comme j'ai été le premier à dire le prix, je vais dire 16 500. Ah bon Oui, bah oui. Ça, ça y est, je vous Bah, je suis une beauté. Ah oui, François, Oui. moi je vais te la prendre pour 15. je suis content de lui laisser à 15. Non, je pense que 15, c'est bien déjà. Donc en clair, tu veux pas t'aliguer. Ils sont morts. Ils sont cuits. Après Pascal, les autres experts tombent comme des dominos. Avec ses 15 000 euros, Eric vient de casser les reins de tout le monde. C'est donc Eric qui remporte ce combat des chefs pour 15 000 euros. Si François parvient à respecter le budget alloué par le propriétaire de 25 000 euros, il pourra se dégager un beau bénéfice de 10 000 euros pour une prochaine restauration. Mais ça, c'est évidemment si tout se passe bien, côté mécanique. Premier jour de travaux. La Matra Murena est arrivée à bon port. Bon, belle voiture. C'est sans François, mais avec son frère Lionel, qu'Eric va démarrer le chantier. Salut François. Salut François. On revient de recevoir ta voiture. Effectivement, t'avais pas menti, hein, c'est bien 35 ans qu'elle n'a pas roulé. Apparemment, les freins sont bloqués, donc là, tu ne roules pas. Il faut vérifier donc tout ce qui est freinage, la suspension. Les pneumatiques, les durites, les circuits de refroidissement, les fluides. Enfin bon, il faut faire un check général de la voiture. Hein. On va lui mettre une batterie aussi, Et puis pour voir après. si elle ne crame pas quand on met le jus dedans. Et après, là, on essaiera de la démarrer. Avant toute chose, on va commencer par la laver parce qu'elle a 35 ans de poussière. Qui dit 35 ans de poussière, dit lavage XXL. C'est Anthony, la jeune pousse du garage, qui s'en charge. Vu l'état crasseux de la française, il en faut de l'huile de coude et des litres de flotte. Après avoir retrouvé les couleurs, la Murena repart entre les mains d'Eric pour une expertise plus poussée, avec démontage des roues, vérification des disques, plaquettes, durites, frein à main, radiateur et du bas moteur. Un peu de corrosion, mais pas de fuite. T'as 2 minutes, Lionel, s'il te plaît? Bon alors, qu'est-ce que t'as découvert? Bon, bah, les freins sont grippés, ouais. Les roues avant sont grippées. Par contre, les rotules sont toutes neuves, elles ont été remplacées juste avant qu'ils arrêtent la voiture. Elles sont toutes neuves d'il y a 35 ans. C'est ça, ouais. Pas de fuite au radiateur. Non. Les durites sont toutes mortes. Ça, c'est clair, il faut toutes les remplacer. Les tuyaux me paraissent bien. Ils ont un peu corrodé, mais c'est de la surface. La crémaillère, les cylindres blocs sont bien, il n'y a rien qui a bougé. J'ai une fuite différentielle. La Ah, transmission. ouais, d'accord, une belle fuite. Hein. Ouais, fuite moteur là-haut, fuite jaune culasse probablement. Les flexibles de frein sont, Ouais, mais ça, c'est évident. ils sont tous morts. L'échappement, qui n'était pas très vieux, il est mort, il tombe en poudre. Là, si on bloque moteur, je pense qu'il faudra les faire parce que Ouais, voilà, tout pareil. ils ont cuit comme toutes les durites. Écoute, bon, pour moi, elle est propre. Hein. Pour l'instant, j'ai pas trop de surprises. Hein. Pour une fois, François va pas raconter trop n'importe quoi. Si François marque des points avec ce début d'expertise, il est temps de passer à la suite du programme. Et c'est sous le capot moteur que ça se passe. Sur notre Matra Murena, le moteur est en transversal et est placé au niveau de l'essieu arrière. Ce positionnement repris sur les F1 ou les hypercars permet d'avoir une bonne motricité aux roues arrière, de réduire le poids et d'améliorer le rendement
car il n'y a plus besoin d'entraîner en rotation un arbre de transmission lourd sous la voiture. Cela a aussi pour avantage de donner une meilleure répartition des masses entre l'essieu avant et l'essieu arrière, ce qui a pour effet de placer le centre de gravité un peu plus au centre de la voiture afin de limiter le mouvement de lacet en virage et d'améliorer la maniabilité. Bref, de quoi rendre singulière cette Matra Murena 2,2 litres S. La dernière vidange date du 26 juin 89, à 107 858 km. Combien là? Je sais ce que je vais te dire, bouge pas. 109 600. Elle a fait 2000 bornes. Elle a été révisée de 2000 km Avant de s'arrêter. Avant de s'arrêter. C'est-à-dire rien. On voit que ça a vieilli par l'immobilisation. Ouais, mais c'est propre, regardez. Les tuyaux d'essence sont propres, les IOET sont propres, les fils sont propres. Rien de corrodé, rien de cramé. Regardez le niveau d'huile. Non, je vais le vérifier. Procéder à la vérification du niveau d'huile moteur est un élément clé dans l'entretien d'un véhicule. L'huile moteur est la principale protection du moteur contre l'usure et les dommages. Elle permet de lubrifier les pièces en mouvement, de réduire la friction et d'éliminer les impuretés. Alors, ça dit quoi, Eric? Oh, elle n'est pas très sale, hein. Elle n'est pas chargée en flotte. Bon. Elle a de l'huile. Niveau d'huile checké. Eric peut passer en revue les autres organes mécaniques. Juste la pompe à essence, elle a été remplacée juste avant que la voiture s'arrête. Elle est toute neuve. Je suis sûr que c'est la même chose pour la tête d'allumeur. C'est tout neuf. C'est tout neuf de 35 ans. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Le vase d'expansion, il est vide. Hein. Il n'y a pas de liquide dedans. Ah, mais c'est un circuit fermé, il ne devrait pas en manquer normalement. Hein. À moins qu'il y ait une durite qui est lâchée. Il y a deux solutions. Soit il y a une durite qui est lâchée et le liquide de refroidissement, il est parti par terre. Je n'ai pas vu de fuite. Mais bon, 35 ans, ça a eu le temps de sécher quand même. Hein. Mais on verra une trace normalement. Soit il est parti quelque part d'autre. C'est soit dans le radiateur de chauffage, soit dans le moteur. Si c'est dans le moteur, ça sous-entend culasse. Si c'est dans le radiateur de chauffage, ça sous-entend démontage d'une bonne partie de la bagnole. Dans les deux cas, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, ça sera à voir quand elle tourne. On va mettre une batterie, puis on va essayer de faire tourner le moteur. Eric embraye avec le changement de l'ancienne batterie par une neuve. Maintenant que la Matra a du jus, Lionel peut passer un coup de clé pour le démarrage du 4 cylindres en ligne qui n'a plus rugi depuis 35 piges. Elle est bloquée là. Elle est bloquée, hein. Donc il y a un souci au niveau du moteur. C'est pas le démarreur? Non, puisqu'il a tourné un peu. Il faut essayer de le faire tourner à la main, voir ce que ça donne, Ouais. faire un tour moteur. Si tu n'arrives pas à faire un tour moteur à la main, c'est que le moteur il est bloqué. Et là, c'est plus du tout la même mayonnaise. C'est un coup dur. Le dossier se révèle effectivement être beaucoup plus costaud. Alors François m'avait dit qu'il n'était pas bloqué. Et si François avait fait un tour complet, il s'est aperçu que le moteur, lui, ne fait pas un tour complet. Avec ce problème moteur, il y a comme un gros coup de froid dans l'atelier. Pour y voir plus clair, Eric prend une double clé pour tenter de faire tourner le vilebrequin. Alors le verdict, Le moteur est bloqué. le moteur est bloqué? Je comprends pas parce que là, je me tourne D'accord. et là, il est bloqué. Pile à un tour. Donc on a où une soupape qui remonte pas, qui ferme pas, et le piston peut pas aller en haut. Ou alors la distribution elle a sauté, une chaîne. Ou alors on a un piston qui est cassé. Pour la soupape, il suffit de le cache-culbuteur, on va voir la distribution. Voir voilà si les soupapes sont en place ou pas. Et sinon, après, Le chantier vient à peine de commencer que nos deux experts prennent un sacré coup de bambou derrière la tête. je pense qu'il va être ravi de la nouvelle. Salut François! De quoi alerter sur le champ le commanditaire du projet. Alors on a fait le tour de la voiture, effectivement, à peu de choses près, elle était comme tu l'as décrite, hein, c'est-à-dire que, bon voilà, c'est une voiture qui a été en bon état quand elle a été arrêtée, on n'a pas trouvé de choses anormales jusqu'à quasiment la fin, et puis on s'est aperçu que le moteur est bloqué. Je ne sais pas ce que c'est qui la bloque, parce qu'on arrive à faire tourner le moteur sur une partie du tour, et elle se bloque à un moment donné. Il y a quelque chose, je sais Il y a pas quelque quoi. chose qui bloque à l'intérieur la rotation du vilebrequin. Après ce message quelque peu alarmant, François risque de faire des bonds et de débarquer rapidement pour venir au chevet de la Matra. Espérons pour lui que le chantier de son auto ne se termine pas en faux départ. Deuxième jour de travaux. Après le message inquiétant d'Eric,
François rapplique dardard au garage avec ce problème de blocage moteur en tête. Et vu la tête de notre restaurateur, le mystère reste entier. Je comprends pas parce que tu me dis qu'elle arrive en roulant. Bah, écoute, ce qui est bizarre, c'est que le propriétaire m'a dit qu'elle était arrivée dans le parking où elle a été stockée pendant toutes ces décennies en roulant. En roulant. Et depuis, elle n'a pas bougé. Donc, elle n'est pas arrivée avec un pépin mécanique, si tu veux. C'est simple, hein. Surprenant. T'as deux solutions. T'as quelque chose en dessous qui est pété Ouais. ou t'as quelque chose au-dessus qui est pété. Enfin, quand je dis pété, ça peut être une soupape grippée simplement. J'arrive pas à le voir comme ça à l'œil nu. Il va falloir défausser. Ah mince, ouais, il faut sortir le moteur. On va aller voir d'abord au-dessus Ouais. parce que c'est quand même le plus probable. Évidemment, tout ça, ça a un coût. Bah, je me doute, ouais. Et là où ça devient cocasse, c'est que je peux pas te le donner le coup. Non, je me doute. Il faut qu'on dépose et qu'on ouvre. Et à ce moment-là, on saura chiffrer. À peine le chantier amorcé que les contrariétés commencent. Mais heureusement, François est sur un accompagnement. Il peut donc demander une rallonge à son client sur cet imprévu ou renier sur sa marge. Je veux bien que tu comprennes que je suis pas capable de te donner un chiffrage. Non, non, mais je sais bien. Ça va, Mais ça non, va mais c'est de évident. quasiment rien au drame Oui, absolu. Je sais que le moteur coince, mais je sais pas s'il coince. Et ça peut aller d'une petite bêtise, un piston pété en deux, n'importe quoi, tout est possible. Et évidemment, il est hors de question que je pose un diag ou que je fasse un devis sans avoir vu. Et le problème, c'est que là, on est parti pour aller chercher assez loin. Je vais essayer de me montrer à la hauteur. Ouais. On y va? Ok. Allez, c'est parti. Ça y est, le top départ du chantier est lancé. Avant de sortir le cœur de la bête, nos virtuoses de la mécanique ont pas mal de pain sur la planche pour y accéder. Et pour ça, Eric a déjà son plan de vol en tête. Donc c'est simple, hein, on va faire tomber les chapeaux comme sur une Porsche. Ouais. Hein, régler de vitesse comme sur Ouais. une Porsche. Là où ça se complique un petit peu, c'est que c'est pas comme sur une Porsche. Il faut qu'on fasse tomber les deux bras de suspension pour sortir les transmissions. Et ça devrait descendre normalement pile poil en dessous, sans psychodrame, normalement. Ah, ceci dit, c'est l'avantage aussi d'une voiture qui a été conçue par un bureau d'études où les gars étaient quand même très axés compètes. Exactement. Ils avaient besoin de gagner du temps régulièrement. Ça tombe bien car le temps est compté pour nos deux as de la mécanique. Ça, François, merci. Ils sont prêts à en découdre avec la Murena. Je te confie mes outils. Ça va être chiant, inaccessible, lourd, sale. Ok. C'est pour ça que tu me laisses faire, c'est sympa. Ah non, on va le faire à deux. Non, tu connais mon sens du partage. Mettre les mains dedans, ça ne fait pas peur à François, bien au contraire. Ce qu'il kiffe dans une restauration, c'est le démontage, et ça tombe bien, avec la dépose de la commande de boîte de vitesse. De la barre de renfort qui permet le renforcement de la partie basse de la Matra. Ok, on est tout bon. Échappement. Récepteur d'embrayage. Par contre, oula. Ça, c'est les syndromes d'une voiture qui est restée sans rouler pendant des années et des années. Ah, t'as vu un peu, il est complètement corrodé. Regarde, il est complètement mort. Il a gonflé dedans. Eric enchaîne avec la dépose de la durite du liquide de refroidissement. Je fais la quête, tu lui rappelles Ouais. quelque chose? Je vais te filer du liquide. Et du liquide, le bac de François ne va pas en manquer avec la vidange du liquide de refroidissement. Une fois le liquide écoulé, notre duo d'enfer enchaîne avec le démontage des étriers de frein. Vient ensuite la dépose du demi-train arrière droit qui supporte et guide l'arrière du véhicule. Toi, tu peux le sortir. Ah là, c'est tout. Et là, C'est bon, je l'ai. allez, vas-y, je t'accompagne. Belle bête. Parce que c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait la moitié. Pour terminer l'autre moitié de l'opération, nos deux experts vont carrément se transformer en deux machines de guerre pour venir à bout de la dépose du train arrière gauche et de la durite de chauffage. Bon, écoute, hein, voilà, pour le dessous, c'est terminé. Il nous reste plus que les deux supports moteurs. Par le dessus. Non, on part en dessous. Ah, par en dessous. Mais au dernier moment. Ouais. On va pas prendre le moteur sur la gueule. Voilà. Voilà. Donc on la descend, on va enlever au-dessus, il y a des bricoles. Hein. On remonte la voiture, on met la table en dessous, on supporte, on enlève le support moteur. Et théoriquement, quand on monte la voiture, normalement le moteur doit rester en place. D'accord. Après avoir géré le dessous, place au-dessus. Et ce n'est pas la partie la plus pratique. Voilà. Il faut avoir l'œil bien aiguisé et des mimines de Lilliputien pour la dépose des durites de vase d'expansion. En voilà deux. Et des durites d'essence. Voilà. Bon, ça, c'est réglé. Ça, c'est Ok. bon. Donc, théoriquement, il ne reste plus rien. On y va. La voie est enfin libre pour le final de la dépose moteur. Pour éviter de se prendre le 4 cylindres en ligne sur la carafe, Eric place une table hydraulique. Dépose les dernières fixations moteurs sous les passages de roues. C'est bon. Et Lionel arrive en renfort pour remonter tout doucement la carcasse de la Française.
Une bascule? Est-ce que c'est bon pour toi, François? Ouais, je pense que moi j'ai être sûr que ça basculera, que le moteur n'a pas basculé, mais a priori. Attention à vous. Ben voilà, François. Ouais, nickel. Allez, petit, venez vers moi. Si déloger ce mastodonte mécanique a été quelque peu sportif, il est temps pour notre spécialiste de faire un point sur la suite des opérations. Hop. Maintenant, il va falloir que je déculasse, donc les collecteurs, enlever toute la tripaille autour, les deux collecteurs, machin, le carter, caler la distribution, et puis on déculasse. D'accord. Et là, le verdict tombe. On croise quand même les doigts, parce que je te cache pas que si c'est une soupape qui est grippée, bon, à la fin du monde, si c'est dans le bas moteur... Je sais pas, j'arrive pas à me faire une idée précise. Bon, on fait ça, tu me tiens au courant? Je déculasse et je te dis quoi. Ok. Salut. Fin de journée pour le chantier. François repart avec l'unique espoir que le déculassage du moteur à venir ne rencontre aucune mauvaise surprise. En attendant, va falloir être patient et croiser les doigts. Romorantin-Lanthenay, c'est au musée Matra que François s'accorde une parenthèse pendant la restauration. Quoi de plus vibrant que de partir à la découverte de l'aventure industrielle, humaine et sportive du constructeur. C'est sur plus de 3000 m² d'exposition que notre amateur de la marque va être transporté dans un voyage où se mêlent bolide de course, voitures de série et prototypes plus que surprenants. C'est dans ce site d'exception que l'on se rend compte de l'avant-gardisme de ces véhicules Matra, méconnus du grand public et qui ont pourtant marqué les grandes heures de l'automobile française. Salut Geoffrey. Salut François. Ça va? Bien et toi? Donc, Matra, Geoffrey, c'est l'encyclopédie vivante du musée. Qui de mieux pour guider et plonger François dans l'aventure Matra? Alors moi, je suis en train de restaurer justement une Matra, une Murena 2 litres 2 S, donc une des toutes dernières. Et évidemment, venir ici, si tu veux, c'est à la fois un pèlerinage, entre guillemets, parce que Matra est quand même une marque très importante dans l'histoire de France automobile. Matra, en parallèle des voitures de série, c'est directement de lancer dans la compétition. Parce qu'à l'époque, la compétition, c'est le meilleur moyen pour faire connaître une marque. C'est clair. En 4 ans dans la compétition, Matra est devenu champion du monde de Formule 1, donc avec la MES 80 qui est juste ici, avec au volant Jackie Stewart. Et lors de cette saison 69, il a remporté 6 grands prix sur 11. C'est ça qui est extraordinaire. En découvrant la première pépite qui a tout raflé en Formule 1, François est comme un dingue. Et il n'est pas au bout de ses surprises, avec les autres bolides de l'écurie Matra Sport. Dans le musée, on a plusieurs Formule 1, donc notamment une Ligier, parce que Ligier est la marque qui a fait gagner le V12 Matra en Formule 1. En Formule 1, exact. Et on arrive ensuite à la MS 84 qui est juste ici. Donc celle-ci, elle a un petit palmarès, c'est-à-dire que c'est la seule Formule 1 4 roues motrices à avoir marqué des points en championnat. Après avoir remonté le temps avec les F1 de Matra, Geoffrey emmène son visiteur du jour pour découvrir cette fois-ci les exploits de Matra aux 24 heures du Mans. Matra a remporté 3 fois les 24 heures du Mans. Donc en 1972 avec l'équipage Pescarolo-Hill, 73 Pescarolo-Larousse et 74 le même équipage Pescarolo-Larousse. Voilà. Et donc là on a la Matra 630. C'est avec ce véhicule que Matra réussit ses premiers exploits sur la piste Moncel. Donc avec Pescarolo qui a roulé sous le Mans 68 sous la pluie, sans essuie-glace. Oui, la fameuse histoire où il a remonté. Jusqu'à la deuxième place, oui. Malheureusement, il a dû abandonner sur une panne mécanique. On l'aura bien compris, Matra Sport a marqué de son empreinte les compétitions de légende. La saga automobile se poursuit avec les origines des Matra conçues pour la route. Les origines, on remonte avec René Bonnet, qui était aussi un constructeur localisé à Romorantin, pour lequel Matra fournissait les coques en polyester, par l'intermédiaire de sa société, la GAP, la Générale d'Application Plastique. Par la suite, en 64, suite à des difficultés financières, Matra reprend les véhicules de René Bonnet. Donc ça, c'est un Jet, et on arrive au Jet Matra, qui est juste derrière. Qui est en fait la même voiture, ça. améliorée et repris par Matra. C'est avec ce modèle que Matra se lance dans l'automobile. Et donc on arrive à la 530, qui est le premier véhicule 100% Matra, qui est un véhicule très sympathique. Là, on passe à un moteur Ford. Tout à fait, Ford. Et par la suite, petite anecdote, chez Simca. Pour le modèle d'après, qui est un vrai succès. La Bagheera. Pour découvrir la mythique Bagheera, direction le sous-sol qui regorge d'autres joyaux flamboyants de la marque. La Bagheera,
première série, donc la troisième voiture réalisée par Matra, donc qui a été vendue à 50 000 exemplaires. Pour son lancement, Matra a fait un coup de com de génie. C'est-à-dire qu'à l'ouverture des 24 heures du Mans en 73, 520 bagarres ont défilé. On ne savait pas que quelques heures plus tard, Matra ils allaient gagner les 24 heures du Mans une deuxième fois. Et c'est la grande sœur de la Murène. Ah, alors en plus, c'est exactement la même que la mienne. Ah bah c'est parfait. Une 2 litres 2S, donc la version la plus aboutie, la dernière. Enfin, malheureusement, elle s'est vendue qu'à 10 000 exemplaires, donc 5 fois moins que la Bagarra, malgré tous ses avantages. C'était ça qui est dingue. Galvanisé, meilleur moteur. Là, on était quand même à 142 chevaux, ce qui, en plus, à l'époque, était plus puissant que les GTI, sauf qu'elle a peut-être souffert du fait qu'elle n'avait que 3 places. Il y a aussi un peu un manque de communication qui a été fait sur cette voiture. Matra était plus en compétition à cette époque-là. Tu vois, avec la Bagarra juste avant. C'est vrai. En tout cas, ça reste une auto relativement rare, devenue un vrai collector. La déambulation continue avec le tout dernier espace du musée qui va réveiller chez François quelques bons souvenirs. Les prototypes Matra. Alors ça, c'est un sacré souvenir pour moi. Oui. On est au Salon de l'Auto à Paris, au Mondial de l'Auto en 92. C'est ça. Elle est badgée Renault. Elle a été conçue bien sûr ici chez Matra. Et là, je me dis, l'idée, elle était juste avant-gardiste. Cette voiture résout les problèmes qu'on rencontre dans les grandes villes, c'est-à-dire le manque de place, la pollution, et elle résout les deux. C'est une voiture électrique de 1992. Hein. Avec l'arrière, ça c'était extraordinaire. Oui, le train arrière rétractable. Le train arrière qui se replie Tout à fait. Pour réduire la taille de la voiture et qu'elle puisse se garer dans les deux sens. Et c'est pareil, les portes en hélice sont faites de la même manière pour qu'on puisse se garer dans n'importe où. Même si ce prototype n'a pas pu être commercialisé, Matra reste une marque visionnaire pour son époque. Rancho, Renault Espace, les voitures de la marque ont marqué l'imaginaire. Alors là, c'est la pièce maîtresse du musée. Un beau bébé de 830 chevaux. 830 chevaux. Donc c'est l'espace F1. C'est une Formule 1. Ouais. Donc c'est un mix entre un espace 2 et la Williams Renault de 93. Dans laquelle un Prost est champion du monde. Tout à fait. Voilà. Donc il y a le châssis de la Williams Renault avec le moteur V10 de la Williams Renault. C'est un truc incroyable. A été créé pour célébrer les 10 ans de collaboration entre Renault et Matra. Elle fait un 0 à 200 en moins de 7 secondes. Ça, c'est fou. Et aussi en freinage, elle va de 300 à 70 en 80 mètres. Ah là, tu prends des jets. Donc elle a été pilotée par 3 pilotes. Un Laprost, Jean Ragnotti et Eric Bernard. Je peux me permettre de monter? Mais avec plaisir. C'est incroyable. Ça, c'est un vrai... C'est avec émotion et excitation que François prend place dans ce prototype qui est le Graal pour les passionnés de sport automobile. Et cette voiture, elle est exceptionnelle, quoi. C'est un proto de fou. Il fallait être complètement barjot pour faire un mix entre un monospace et une Formule 1, quoi. Et c'est la seule Formule 1 à 4 places. C'est la seule Formule 1 à 4 places. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Et longue vie à ce lieu extraordinaire. Merci. Salut. Et à une prochaine. Ça marche. Huitième jour de travaux. Après son petit crochet par le musée Matra, messieurs, François rejoint Eric avec encore plein de souvenirs en tête. Bon, dis-moi, alors, quoi de neuf? Je suis allé au musée Matra. Ouais. J'ai vu des choses passionnantes sur l'histoire de la marque. Et toi, sur la partie mécanique, t'en es où? Toi, t'as fait le musée. Ouais. Pendant ce temps-là, moi, j'ai fait une opération avec cœur ouvert. Viens, je t'emmène à l'hôpital. C'est dans la salle des opérations que le chirurgien de la mécanique emmène François pour faire un point sur l'état de santé du moteur. Alors, waouh! Si François reste bouche bée devant le moteur de la Matra, c'est qu'Eric et toute son équipe ont abattu un travail colossal. Pour ça, il a démonté dans un premier temps tous les périphériques moteurs. Circuit de refroidissement, voilà. Admission, échappement, cache culbuteur, chaîne de distribution, culasse. Il a ensuite envoyé la culasse chez son prestataire Jean-Sébastien pour un sablage et un surfaçage complet. Cette technique a permis de retirer suffisamment de matière pour obtenir une surface parfaitement plane.
Ce spécialiste en cure de jouvence mécanique s'est chargé de la rectification des soupapes pour assurer une parfaite étanchéité du moteur. Après plusieurs heures passées sur ce géant de fer, Eric peut maintenant expliquer ce qui faisait défaut à ce 4 cylindres en ligne. Il existe un défaut chronique sur cette culasse. Les joints de queue de soupape se dégradent à l'usage et l'huile coule le long de la soupape, tombe dans le cylindre. Et caramélise, enfin c'est de la calamine. Ça fait de la calamine. Et quand la voiture roule tout le temps, tu redémarres, ça la crame. Oui, ça la crame. Là, elle est restée 30 ans à l'arrêt. Comme tu es un petit vénard, le joint de culasse s'est dégradé. Il a bouffé la culasse et il est rentré dans les cylindres. Et le mélange entre la calamine et le liquide de refroidissement, ça a fait un truc qui était dur comme de la pierre. Pour que François comprenne mieux les conséquences du problème moteur, Eric lui montre directement sur un des pistons. Tu vois les encoches dans les pistons qui permettent à la soupape d'échapper le piston au moment du point mort. Ces encoches se sont remplies de calamine qui est devenue dure comme du ciment. Et évidemment, la soupape ne pouvait plus rentrer. Il a fallu donc tout dépoiler, nettoyer tout. En fait, ce qu'on t'a fait, c'est... En gros, c'est un dépoussiérage. Bon, en clair, connaissant, je suppose que tu vas te remonter avec des pièces neuves. On te remet tout à neuf dans le moteur. Et j'en viens donc à la deuxième partie du sujet. Qui va être moins sympathique, je le sens. D'accord. Tu sais que toutes ces explications techniques ont des conséquences financières. Voilà. Évidemment, on passe d'une remise en route à une révision complète mécanique avec la remise en état. Et donc la douloureuse? Comment te dire C'est un silence de plomb qui vient hanter l'atelier. Le trouillomètre de François monte en flèche. Alors, Eric, cette douloureuse, elle est fixée à combien? T'es de l'ordre de 7 000 €. Quand même, Bon, écoute, bon, c'est pas prévu, évidemment. Dès qu'on parle d'argent, François grimace. Non mais je comprends, franchement, c'est des situations désagréables. Non, voilà, moi, je suis obligé d'y aller, quoi. Voilà, il y a du taf, quoi. Évidemment, du boulot, c'est de l'argent. À partir du moment où François me donne son feu vert, c'est simple, on va pouvoir faire un beau chantier. Et poursuivre les travaux jusqu'à leur terme. François, qui était d'accord dès le départ avec Eric sur cet inconnu moteur, va donc devoir renier sur sa marge. Souvenez-vous, son budget de 25 000 € lui laisse, après les 15 000 € de chantier, une marge de 10 000 €, moins les 7 000 € de moteur. François fera une moins bonne affaire, mais une jolie marge de 3 000 €. Après avoir réglé ce contretemps financier, nos deux gaillards rentrent dans le vif du sujet avec le remontage des organes mécaniques du culbuteur. Il commence par l'installation de l'arbre à cam. Nickel. Remontage des rampes de culbuteur. Là, t'es pas en face, voilà. Là, t'es bon. Ressort. Culbuteur. C'est confiné. Et les bagues. Et là, en théorie, on est bon. En fait, je remets la bride. Et tu vois, c'est bien foutu, regarde. C'est la bride qui tient à la fois l'arbre à cam et les deux rampes de culbut. Tu vois, regarde. Avec simplement deux boulons et une petite plaque, tu tiens le tout en place. Je trouve ça vachement ingénieux parce qu'il y a très peu de pièces. C'est simple comme tout et c'est d'une efficacité terrible. Tu vois, tu revisses la plaque. Simple et efficace comme un coup de clé pour fixer la plaque de protection sur la culasse. Et voilà. Bon. Ça, c'est fait. Ok. Alors ensuite. On va faire un truc intelligent. Le truc intelligent, c'est du renfort. Les deux forces vives de la team d'Eric viennent leur prêter main forte pour soulever. Vous pouvez lâcher. Et poser le 4 cylindres sur un porte-moteur, histoire de travailler à la bonne hauteur. Bon, on va se remettre la culasse en place. D'accord. Le nouveau joint de culasse. Le joint de culasse posé est une pièce centrale et primordiale au bon fonctionnement du moteur. Il sert à garantir l'étanchéité entre la culasse et le bloc moteur. On se fait ça avec amour et délicatesse. Il rend la chambre de combustion hermétique. Stupinement, ça se met à ressembler à un moteur. Notre duo de choc en assure la fixation. Et pour serrer le tout, Eric sort l'outil ultime. Une petite clé dynamométrique. Exactement. La clé dynamométrique permet de réaliser avec précision le couple de serrage des goujons de la culasse sur le bloc moteur. Dès que la clé dynamométrique se déclenche, Eric obtient un couple de serrage optimal. On va se recaler la distribution. Je vais en profiter puisque, bon, tu vois, tout est débridé là, on fait ce qu'on veut. C'est le moment de bien comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que tu as l'arbre à cam, donc, qui, comme son nom l'indique, dispose de cam
qui viennent faire bouger Pour les chapeaux et l'admission. les soupapes via les culbuteurs. Donc les ressorts sont débandés, donc je vais remplacer le mouvement des ressorts. J'appuie dessus comme ça et regarde si je tourne. Regarde, hop, tu vois, t'as la soupape qui vient se lever, hop, c'est l'autre à son tour, échappement, explosion, machin, compression, hop, explosion, échappement. Donc l'idée, c'est que pour l'instant, on laisse tout ça tranquille. On va aller chercher la distribution. Ok. Pour s'attaquer à la distribution, Eric a besoin de démonter le carter inférieur pour accéder à la pompe à huile. Alors tu vois, regarde François, Ouais. t'as ton joint et dans le joint, regarde, te mettre des bagues métalliques. D'accord. En fait, c'est des rondelles d'épaisseur. Ouais. Tu vois, elles prennent la forme dans le logement. Et quand tu serres ton carter, les rondelles métalliques empêchent de s'écraser. Ouais. Et donc, tu peux pas serrer ton joint trop fort et tu peux pas déformer le carter. C'est pas idiot. Ça fait un montage propre. T'as même pas besoin de climamétrique, rien. Tu serres à l'arrache, pouf, pouf, t'es bon. Bon, donc, je fais tomber la pompe à huile pour enlever ma chaîne là, accéder à ma distribution. On sort la chaîne de distrib, on met une chaîne neuve, on met le pignon en haut, on renquille. C'est parti pour la mission nouvelle distrib avec démontage de la pompe à huile, Yes. de l'ancienne chaîne, de la clavette de fixation, pose du nouveau pignon, Ça m'a l'air pas mal. Oui, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ouais. de la nouvelle chaîne de distribution et remontage de la pompe à huile. L'idée maintenant consiste à amener le vilebrequin au point Moreau. Le point mort haut dont parle Eric désigne la position la plus haute d'un piston dans son cylindre. Il y a ici un repère sur le bloc. Tu le vois là, ici là. Ouais, exact. Voilà. Sur mon pignon, T'as aussi un repère. j'ai un repère qui est là. D'accord. Tu vois, je dois aligner mon repère du pignon avec le repère du bloc. Ça me permet d'être sûr que mon vilebrequin est positionné piston numéro 1, point mort. À ce moment-là, j'aurai calé mon bas moteur D'accord. Ensuite, tu n'auras plus qu'à caler ton haut au moteur pour synchroniser avec le bas moteur et l'opération est terminée. Ce que je vais faire, je vais mettre le vieux pignon. Ça peut me permettre de le prendre avec une pince et d'attraper Voilà. pour amener sans abîmer le pignon. Oui, parce que comme c'est le Le cerf, pignon, je vais- on s'en fout, ça n'a aucune importance. Pour réaliser ce point mort haut, Eric effectue l'alignement du repère sur le pignon avec le repère du bas moteur. Ça devrait être pas mal, tu vois. Là, on est bien. On est même très très bien. Bah voilà. Eric répète le process pour le haut moteur. On a calé notre distribution. Nickel. Donc on a fait le plus lourd, maintenant c'est simple. Moi, je te mets des joints spin-off, je te remonte tes carters étanches. Réglage des soupapes. Ouais. Puis après je rhabille autour. Quand tout ça c'est fait, je t'appelle. Ok. Et puis on se le remet dans la voiture. D'accord. C'est parti. Salut, Eric. Salut Ciao. François. C'est sur cette poignée de main chaleureuse que la journée se termine. La route vers la restauration de la Matra est encore longue, mais pour le moment, place au repos du guerrier pour Eric, avant d'attaquer une nouvelle journée de labeur. « 14e jour de travaux. Après plusieurs jours de boulot sur le remontage complet du moteur, Eric peut enfin s'attaquer à la greffe du 4 cylindres en ligne. Pour cette opération à cœur ouvert, c'est Wilfried, le fiston, qui vient lui prêter main forte. Bon, on va se mettre en place. Ouais, ça y est, tout est remonté. On a remis tout. Bah, c'est simple, on le fout en place, enfin on le présente. Et puis on glisse la voiture au fur et à mesure. D'accord. On fout les deux boulons. Ouais. Et on remonte le tout, on fixe quand c'est. Après, on alimente, on voit pour C'est l'eau ça. et Ce l'électricité. qu'il faut, c'est faire gaffe parce que le carbu, ça passe vraiment short avec l'échappement. Il va falloir que j'appelle Fred parce que. Il va falloir un de chaque Prendre le côté. pont, à chaque côté, que ça me guide bien correctement. Exactement, parce qu'il faut que je ne pas complète un truc. Quand tu as bossé comme ça pendant plusieurs jours, que tu es prêt à remonter le moteur, bon, tu es toujours un peu content. Il y a une espèce de forme de plaisir, tu es un peu pressé, quoi. En même temps, quand c'est des moteurs comme ça en position centrale arrière, il y a relativement peu de place. Quand tu vas le remettre en place, ça rentre un peu au chausse-pied, t'as intérêt à faire gaffe, quoi. On sait que ça va être un truc un petit peu, c'est un peu shorty, quoi. Si ça passe pile poil partout, faut faire gaffe de pas péter un morceau quand tu descends la voiture sur le moteur. Vas-y. On le met en biais, comme il était. Faut me guider, hein, parce que si ça touche, on pète tout. Hein. Nos experts vont devoir faire gaffe. Ils savent que la manipulation est chirurgicale et qu'au moindre faux pas, le moteur et le compartiment moteur peuvent être endommagés. Allez messieurs, faites parler le talent. D'accord ? Faudrait qu'il aille un peu vers toi après, Fred. Vas-y. Attends, doucement. Ouais, c'est bon. Je peux descendre.
Vas-y. Attends. Qu'est-ce qui va pas? J'arrive pas à me centrer avec le support. Là, on est bloqué. Il peut aller vers toi ou pas, Fred? Moi, je suis pile poil. La tension est palpable dans l'atelier. La greffe ne veut pas prendre. Visiblement, il y a comme un organe mécanique qui bloque la manœuvre. C'est les vis de la patte du support moteur qui me gênent. C'est la poulie de pompe à eau. Si on peut l'emmener un tout petit peu vers toi, moi, je passe quasiment. Là, par exemple, si on descend, normalement, je suis bon. Tu vas? Ouais. Vas-y. T'es dedans? Ouais. Ça y est, le moteur vient de prendre place dans le compartiment moteur. Will enchaîne avec la fixation des supports moteurs sur la caisse et peut passer dans la foulée à la suite des travaux. Bon, on monte tout, hein. Je voudrais qu'on commence par les trains roulants parce que j'ai les transmissions qui pendent. D'accord. Et franchement, les transmissions qui pendent comme ça sur leur poids, on va les abîmer. La repose des trains roulants, non pas que ce soit indispensable de le faire tout de suite, mais la conception même de cette voiture, comment c'est foutu, nous oblige pratiquement à laisser pendre les transmissions. Alors on aurait pu les démonter, mais c'est encore du travail supplémentaire. Et c'est des pièces très lourdes. Et donc dès qu'on met les trains roulants, elles sont supportées, ça pèse plus, donc après on peut bosser autant qu'on veut pendant des jours et des jours, mais il faut pas que ça traîne. Avant de s'attaquer au montage des demi-trains arrière, Eric tient à faire un petit crochet sur une Porsche, histoire de comparer la configuration mécanique entre les deux caisses. T'as les mêmes bras tirés. Ouais, avec un réglage. T'as les mêmes transmissions qui passent dans les roues. Ouais. C'est la même chose. Sauf qu'ils ont pensé à un truc qui peut démonter les transmissions. Ah, sans que... Ah oui, tout ça, ah bah oui. Et tu fais tomber toute la mécanique. Tranquillement. T'as rien à démonter, t'as pas à vidanger, t'as pas à désosser, t'as pas à De la rapidité d'entretien. Alors c'est vrai que bon, c'était un peu plus facile pour eux, ils vendent 4 fois plus cher que l'autre. Mais c'est bien quand même ce qu'ils ont fait pour une bagnole française à l'époque. C'était ambitieux, mais ils se sont arrêtés en cours de chemin. C'est une journée de plus de boulot, quoi, pour déposer la mécanique. Après ce point technique, nos deux gaillards repartent à l'action pour le montage des demi-trains arrière. Le demi-train arrière que graissent et montent nos as de la mécanique est un ensemble de pièces qui supportent et guident l'arrière du véhicule. Et... Attends. Il faut qu'on réussisse à le passer ici. Voilà. Pour faciliter ce montage complexe, Will installe un vérin de fosse pour supporter le demi-train. Pousse-le là. Vient ensuite le montage du deuxième demi-train arrière avec toujours la même recette, biceps, regard aiguisé et huile de coude. On va quand même refoutre la barre anti-roulée tout de suite parce que c'est tellement mal foutu, tellement imbriqué que si on oublie un truc avant, c'est foutu et je tiens pas à tout redémonter. La barre anti-roulis est un élément de la suspension qui joue un rôle essentiel dans la tenue de route de votre voiture. La barre anti-roulis est reliée au bras inférieur de chaque côté. Elle est fixée au triangle de suspension par le biais de la biellette de suspension. Eric enquille avec la dépose du récepteur d'embrayage. Will prend le relais pour le montage du nouveau récepteur. Et visiblement, c'est une vraie galère. Putain, je suis en train de faire dans mon froc. C'est rien, ça va. Je suis pris, non? Oh merde. Attends, regarde. Oh c'est de ma gueule. Eric est taquin sur ce coup-là. À trop forcer sur la pièce, le joint du récepteur d'embrayage est resté coincé. Reste à Will à le déloger pendant que le padré prend la relève. Non, mais tu sais, avec mon grand âge, ma vue qui baisse... Ouais, l'Alzheimer qui commence à venir. Je pensais que je pouvais compter sur toi quand même. Rien. Si je vérifie pas par moi-même, il se passe rien. Allez Will, c'est de bonne guerre. Pour bien suivre les pas de son modèle, il faut bien observer. Charles. T'as fallu un peu de temps quand même. Hein. Je te rappelle que tu parles à ton père quand même. C'est sur ce petit rappel à l'ordre qu'Eric termine le remontage du récepteur d'embrayage. Ouais, ça suffit comme ça pour ce soir. Le matin, on se fait l'échappement, les 2-3 tuyaux qui manquent, on fait les freins, et puis on passe au-dessus, on mange tout et on démarre. Donc ce soir, c'est bon? C'est bon pour ce soir. Eric a bien raison de siffler la fin de journée. Nos deux guerriers ont besoin d'un peu de repos avant de repartir au charbon. Le lendemain matin,
Après une bonne nuit de sommeil, Eric et Will reprennent du service avec la Matra. Bon, on fait comme on a dit? Ouais. Hein? Histoire de finaliser le chantier et assurer rapidement une livraison auprès du propriétaire. On remonte. Traverse, tringlerie, échappement, et puis on fait les freins. La journée commence tambour battant pour nos deux as de la mécanique, avec la première étape, le montage de la traverse. La traverse est une poutre transversale qui renforce la structure de la voiture, contribuant ainsi à la rigidité et à la résistance de la carrosserie. Elle aide à renforcer le châssis de la voiture, ce qui est essentiel pour assurer une tenue de route stable et une manipulation précise. Vient ensuite la pose de la tringlerie de boîte de vitesse. Ce mécanisme relie le levier de vitesse à la boîte. C'est bon pour toi? Il a pour fonction de transmettre les mouvements du levier de vitesse à la boîte, permettant ainsi au conducteur de sélectionner les rapports de manière précise et de changer de vitesse. La VF, c'est bon. La commande, c'est bon. Will enchaîne avec la pose d'une durite reliant le moteur au circuit de refroidissement, qui permet de garder une température entre 90 et 100 degrés afin d'éviter des problèmes de surchauffe. Puis c'est au tour du remontage de l'échappement. La pièce sera changée plus tard faute de livraison, mais pour les essais, l'ancienne fera l'affaire. Je te en premier. Attends. Allez. Tu y es? Ouais. Ah, c'est bon? Ouais. Pas mal, hein? Puis c'est au tour de la pose des colliers de serrage des durites du circuit de refroidissement. Voilà. Descends. Eric redescend la Matra d'un étage pour la suite des travaux. Bon, on va déjà rebrancher la tête d'allumeur. Je vais m'en occuper, remplis le liquide de refroidissement. Si notre duo s'attaque au montage de la tête d'allumeur et du remplissage du liquide de refroidissement, c'est pour préparer le démarrage moteur tant attendu. On va mettre une nourrice parce que je ne veux pas pomper dans le réservoir des fois qu'on chope de la saloperie. Ouais. On n'a pas changé le filtre à essence. Non, tu me plonges les fils, les tuyaux directement dedans. Les deux tuyaux, voilà, allume et le retour. Ouais, ils trempent dedans. Je vais voir. Ils sont dedans tous les deux, hein. Quoi, on la remet en route alors là? Ouais, on la remet en route. On va monter la pression on va monter l'essence. La pression d'huile et puis arriver descendre. D'accord. Si tu tires dedans, je te dirai d'arrêter. On n'est pas parti sur une restauration complète, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris l'option de tout mettre à neuf. Ça veut dire qu'on a escompté que certaines pièces qui étaient d'origine allaient fonctionner. C'est un pari, hein. Tu peux les prendre dans la tronche tout de suite ou au bout de 2 minutes de fonctionnement. Il est possible que ça se passe pas aussi bien qu'on l'espérait. Un peu sur le qui-vive, quoi. C'est avec une petite pointe d'appréhension que Will passe le coup de clé. Vas-y. Encore, continue. C'est bon. T'as de l'essence qui arrive? Il y a de l'essence qui arrive. S'il y a bien de l'essence qui arrive avec la nourrice et de l'électricité avec la batterie, visiblement, il manque un élément important, l'étincelle aux bougies. Pour régler ce problème de démarrage, Eric ajuste et fixe la tête d'allumage en la tournant sur elle-même afin d'obtenir un allumage précis. Essaye d'en démarrer. Ça y est, nos deux experts ont réussi plus de 30 ans plus tard à faire rugir le 4 cylindres en ligne. C'est déjà une bonne chose, ça. Elle tient même sans ralenti. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? La purge d'embrayage, tous les freins. Les freins, la boîte à air. La boîte à air et le nettoyage du réservoir avec les le filtre à essence. Nettoyer le réservoir avec le filtre à essence. Et après, je te laisse faire un tour avec Lionel et François Alain, c'est ça? Ouais, bien joué, pas. Même s'il reste encore quelques travaux à finir, François va pouvoir prévenir la famille du proprio qui va tomber raide dingue devant le travail d'orfèvre, réalisé par Eric et son fils. 10 jours plus tard, Grigny, dans l'Essonne. C'est devant une entreprise spécialisée dans la fabrication de composants et d'outils pour l'industrie aéronautique que François a donné rendez-vous au propriétaire de la Matra.
Bonjour. Bonjour, vous êtes Jacques? Je suis Jacques. François, enchanté. Moi, j'ai juste été envoyé ici par mon épouse. Je ne sais pas pourquoi. J'ai juste eu une adresse. C'est effectivement votre épouse, Sandrine, qui m'a missionné pour vous faire une surprise. Venez avec moi, je pense que ça devrait vous faire plaisir. Si Jacques est surpris par cet accueil, c'est qu'il est à mille lieues de s'imaginer ce qui l'attend au moment d'entrer à l'intérieur du bâtiment. Vous avez une Murena? C'est sympa comme voiture, ça. Hein? J'ai exactement la même couleur. Ouais. Enfin, la même. Elle est sous 3 cm de poussière dans un garage. C'est dommage. Mais c'était ma voiture de fonction quand j'étais directeur chez Matra. Ah, vous avez bossé chez Matra? Oui, absolument. Vous l'avez vu comment, celle-là? C'est la vôtre. Pardon? C'est votre voiture. C'est ça ma surprise. Voiture? C'est votre voiture. Et comment vous l'avez eue? Bah, par votre épouse. Je suis allé la chercher, on l'a sortie, on l'a restaurée, et c'est la surprise de votre épouse pour votre anniversaire. Avec cette annonce, Jacques reste sans voix. Faut dire que c'est un véritable choc de retrouver sa Matra Murena complètement transfigurée. Je n'ai pas vu depuis 35 ou 40 ans. Eh ben, c'est celle-ci. J'ai évidemment fait appel à mon pool de restaurateurs. Il y en a un qui a pris le chantier avec passion, je dois dire. Et en plus, il est là, je vais vous le présenter. Pour la livraison, Eric a tenu à venir à la rencontre du propriétaire, histoire de partager avec lui le fruit de son travail. Alors, votre première impression? Ben, ma première impression, c'est que ça me rajeunit. Hein? Ça nous rajeunit tous un peu, hein, quand même, des voitures comme Parce ça. que cette voiture, c'est une voiture de pré-série. Ouais. Je l'ai gardée quelques années, et puis j'ai dû y renoncer le jour où, étant doté d'un chauffeur dans mon métier, on vous a fait passer derrière. Voilà. C'était difficile de passer derrière. Et puis c'était une voiture comme ça, on a envie de la conduire. Hein. Ouais. On n'a pas envie de la laisser à quelqu'un d'autre. Alors, je vous cache pas qu'à titre personnel, je suis un peu comme vous. Ça a été une des plus belles surprises de ma vie professionnelle. Je suis habitué à avoir des surprises avec François, mais alors je dois dire que là, c'était le pompon. Parce que, comme vous dites, c'est une pré-série et on a été de surprise en surprise. En théorie, il y avait juste une remise en route à faire et ça devait se passer à peu près bien. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Pour que Jacques prenne la pleine mesure des difficultés rencontrées sur sa Matra, Eric commence par le focus central du chantier, le moteur. On s'est retrouvé avec un moteur bloqué. Et en fait, votre moteur parcourait 340 degrés. Dans un sens ou dans l'autre. Il manquait 20 degrés. Voilà. Mais ça paraît pas, mais c'est 20 degrés compliqué. Ça peut servir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, le moteur s'est mis à fuir, il s'est rempli d'eau, ça a généré une espèce de corrosion avec la cristallisation du liquide de refroidissement. Et le moteur était bloqué, le cylindre était plein. Il a fallu démonter la voiture intégralement. Donc on a refait toute la mécanique, refait tout le moteur. Bien entendu, les trains roulants, vous avez tous les freins neufs, l'embrayage est neuf, l'hydraulique est neuve, un démarreur, un alternateur, un allumeur, une pompe à essence, un carburateur, tout est refait. C'est clair qu'au niveau mécanique, la Matra s'est montrée gourmande avec Eric et toute sa team. Ils ont passé de nombreuses heures pour retaper à neuf ce 4 cylindres en ligne qui n'avait plus chanté depuis 35 ans. Une véritable prouesse. Bon, je pense que maintenant, le plus important, ça va être quand même d'essayer. Ben oui, j'aimerais bien Que vous nous disiez si... Hein? Allez, voilà, si ça vous plaît. Après ce point complet sur les travaux mécaniques, place au test sur route. Pour ça, nos 3 gaillards entrent non sans mal dans la Murena. Voilà. On a vu mettre un peu sérieux quand même à ton bout de fois. Allez messieurs, on rentre un peu le ventre pour se glisser dans ce coupé sport d'anthologie. C'est parti pour lancer la Matra sur l'asphalte. À peine quelques mètres parcourus au volant de sa Murena, que les premières sensations de conduite commencent à se faire sentir. C'est génial de retrouver les sensations d'il y a une trentaine d'années sur le sujet. Alors évidemment, c'est une voiture qui n'a pas les mêmes réactions que les voitures actuelles. Ah bah oui. Mais globalement, en utilisant une voiture relativement légère et avec un bon CX, on obtient des performances un petit peu inattendues pour ce genre de motorisation. Et c'est vraiment très sympa de retrouver ça. Ça rajeunit. Écoutez, Jacques, il faut être franc. Je sais pas si on est très jeune, mais on a des amusements de gamins. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça qui est sympa. Donc la mission est remplie. Ah, totalement. Totalement. Et là, je dois remercier Eric et son talent parce qu'il a su non seulement la remettre en marche, mais il a su lui redonner son âme. Bon. Et son toucher de conduite.
Jacques retrouve toutes les sensations qu'avaient imaginées et conçues les ingénieurs de l'époque. On sent bien d'ailleurs que les gens qui ont conçu ces voitures avaient aussi une expérience de la compétition et de l'endurance et tout ça. La voiture, elle est très équilibrée. Elle a un bruit plutôt sympa, globalement. Moi, j'ai bien aimé les assemblages mécaniques. Franchement, c'est bien foutu, quoi. On a vraiment les 4 roues aux 4 coins. Ouais. Oui. Quand elle vire, elle roule pas. Elle est vraiment, elle vire à plat. Elle vire à plat, ouais. Si je peux me permettre une légère critique, j'ai du mal à suivre le concept des 3 places. Oui. C'est-à-dire que nous sommes de beaux bébés. Si nos 3 beaux bébés sont un peu à l'étroit, ça ne les empêche pas de passer un bon moment. Faut dire que la proximité, ça rapproche. Bon Jacques, comment ça s'est passé quand vous avez décidé de l'arrêter comme ça, la voiture? Le jour où, ma carrière évoluant et puis mes tâches évoluant, j'avais besoin d'avoir un chauffeur, pas avoir à me garer et ainsi de suite. Par définition, je dirais, on est tous passés à la R25. Et donc, cette voiture allait probablement être vendue ou ils n'allaient pas la garder. J'ai proposé de la racheter. À titre personnel, à partir de là, ça a été, je dirais, ma voiture perso le week-end pour s'amuser. Et puis après, la vie évoluant, j'avais de moins en moins l'occasion de l'utiliser. Et donc, un jour, sans savoir que c'était le dernier jour, je l'ai laissé dans le garage et puis j'ai commencé à faire d'autres choses. Puis ça dure une semaine, un mois, un an. Et puis après, on est passé à autre chose. Si cette Matra a connu une longue parenthèse dans la vie de Jacques, elle a pu enfin renaître de ses cendres 35 ans plus tard. Reste maintenant à savoir qui est derrière cette belle renaissance. Je pense qu'il y a eu un complot. Voilà. Un complot dans l'arrière-cuisine ou du moins l'arrière-salle de séjour. Voilà. Mon épouse m'a téléphoné, elle m'a expliqué le problème et donc on est tous les 3 réunis. Et voilà. Grâce à ça. C'est plutôt sympa. Et aujourd'hui, il y a 2 belles surprises. Voilà. La première belle surprise, c'est la voiture, si je puis dire. Et puis la deuxième belle surprise, c'est de vous avoir rencontrés tous les deux. Parce que ça, c'est aussi un des avantages de la vie et de ce genre de choses. Rencontrer de belles personnes avec qui on peut partager des choses. C'est sur cette belle parole que la Matra termine son test sur route. François a donc honoré son engagement auprès de la famille de Jacques, qui lui avait alloué un budget de 25 000 €. Après avoir accordé une rallonge de 7 000 € pour un contretemps sur la restauration moteur, il se dégage tout de même un bénéfice de 3 000 €. Quant à Eric et toute son équipe, ils ont réussi un exploit, celui de restaurer ce joyau de l'automobile resté en sommeil depuis plus de 35 ans.